Bonsoir et bienvenue à tous. Le 12 septembre dernier, Cyril Bolloré écrit au président de la République personnellement pour solliciter l'arbitrage du chef d'État dans l'affaire du processus d'attribution de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Alors que l'affaire échappe à Bolloré, la direction du port autonome de Douala ayant annoncé que l'opérateur italo-suisse allait remplacer DIT à partir de janvier 2020, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères arrive en visite au Cameroun et est reçu en audience par le président de la République du Cameroun qui vient lui-même d'achever une visite en France. Au lendemain de cette audience, Paul Biya ordonne la suspension du processus d'attribution de la concession du terminal à conteneurs à Terminal Investment Limited, filiale du groupe italo-suisse. Si pour certains, le président de la République rend justice à Bolloré, qui était en train d'être injustement écarté, eh bien pour d'autres, cela traduit la difficulté qu'a le Cameroun, comme beaucoup d'autres pays africains, à s'affranchir de la puissance tutélaire de la France. Les tenants de cette thèse évoquant au passage l'affaire de l'Arche de Zoé au Tchad en octobre 2007. Il faut se rappeler qu'au lendemain du grand dialogue national à Yaoundé, certaines organisations internationales comme l'Union européenne avaient dit leur insatisfaction, sollicitant qu'un dialogue inclusif soit organisé afin de faire face de façon efficace à la crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-est depuis 3 ans. Ce qui avait amené certains compatriotes à condamner cette attitude de l'Union européenne, taxée d'ingérence dans les affaires étrangères, dans les affaires intérieures d'un État. Qu'est-ce que l'ingérence? Jusqu'où va la souveraineté nationale ou internationale d'un État? Qu'est-ce qui garantit cette souveraineté? Quelle est la signification des concepts d'ingérence ou de souveraineté pour les pays africains dans le concert des nations? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci madame, monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir, Dr Joël Raphaël Ouansi, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Oui, merci, je suis content d'être chez vous et puis d'apporter de la lumière scientifique à certains thèmes qui intéressent l'actualité et qui nous intéressent particulièrement. Vous êtes juriste, spécialiste du droit international et très intéressé par les questions d'environnement. Oui, justement, le droit international de l'environnement. Oui. Merci également d'être venu sur ce plateau. Dr Georges Nola, bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être venu sur ce plateau de 237 le débat. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cet échange intellectuel de haut vol, très intéressant. Alors, vous êtes chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Douala et vous êtes spécialiste des questions de commerce international et des droits de l'homme. C'est ça. Voilà. Alors, monsieur, je l'indiquais tout à l'heure à l'entame de cette émission, nous évoquons les questions d'ingérence et de souveraineté et il semble que ces derniers temps, on en a parlé au Cameroun, à la faveur de deux faits d'actualité. On se souvient que le président de la République a ordonné il y a quelque temps maintenant la suspension du processus d'attribution du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, qui, selon une information qui a été relayée un peu plus tôt par la direction générale de cette structure-là, devait être attribué à un groupe italo-suisse. Alors le président de la République a donc ordonné la suspension de ce processus d'attribution, ce qui a amené un certain nombre de personnes à faire le lien direct avec la visite au Cameroun du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Yves Le Drian. Est-ce que vous faites le même lien, docteur Ouansi? Je ne saurais faire le même lien parce que le président pouvait le décider avant, le décider après, le décider à tous les moments. Parce que le chef de l'État exerce sa souveraineté, exerce son pouvoir sur les engagements de l'État. C'est le président de la République qui engage l'État. Et à ce titre, il peut arrêter une procédure en matière de marché public parce qu'il a la puissance en la matière. Il a reçu les prérogatives de puissance publique pour agir en la matière dès lors qu'il sent que la question
posée peut porter atteinte à la souveraineté de l'État ou bien encore... Et effectivement, on sait que c'est une question qui a des grands enjeux, notamment économiques, qui concernent les intérêts du peuple camerounais. Mais la question que les gens se posent, c'est sur le timing. On se souvient que le président de la République était en visite en France. Au lendemain de cette visite en France, il a reçu à Yaoundé Yves Le Drian. Et dans le sillage, dans la foulée, il y a donc cette décision du chef de l'État qui intervient. Vous estimez que c'est une pure coïncidence? Les souverainistes, les partisans de la souveraineté peuvent le dire. Ça peut être une coïncidence, rien qu'une coïncidence. Et ensuite, l'agenda d'un chef de l'État n'est pas totalement guidé par les déclarations de presse. Les chefs d'État sont libres d'agir lorsqu'il faut agir en matière économique pour engager leur État ou encore pour prendre des décisions à caractère des décisions à caractère je veux dire des décisions qui s'imposent pour réglementer les questions économiques. Et la question du port autonome de Douala, il faut le dire, il ne s'agit pas du port autonome qui est un démembrement de l'État. Même s'il est autonome, il reste quand même une propriété de l'État du Cameroun. Donc il est tout à fait normal que... de ce point de vue, que le président public a un regard attentif. Oui, exactement, un regard attentif, et il peut intervenir en la matière. Alors, Dr Nula, quel est votre avis sur la question? Ceux qui soutiennent qu'il faut y voir quand même une implication de la France, je veux dire une influence de la France dans cette décision prise de façon souveraine par le chef de l'État, évoque une situation semblable il y a quelques années, lorsqu'il était question justement de l'attribution du terminal à conteneurs, du port autonome de Kribi. On se souvient également qu'à cette époque-là, on avait reçu une visite du président français à l'époque, et puis certains estiment que cette visite-là avait fortement influencé la décision qui avait été prise sur l'attribution de la concession. Est-ce que c'est votre avis? Bon, en ce qui me concerne, la question de l'attribution des marchés de concession, que ce soit au niveau du port de Kribi, que ce soit au niveau du port de Douala, port autonome de Douala, ne relève pas tellement d'un problème de souveraineté que d'un problème de respect des lois du Cameroun. Parce qu'il faut savoir que ces deux questions-là, concession, port de Kribi, port autonome de Douala, relèvent du droit des investissements. Ça relève du droit des investissements, et en la matière, le Cameroun est doté d'une charte des investissements, et il existe une loi de 2013 sur les incitations à l'investissement privé, que ce soit étranger ou national. Ces lois existent. Pour ma part, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un problème de respect des dispositions légales, davantage qu'un problème de souveraineté. Parce que, à mon avis, rien ne justifie qu'il y ait une nécessité d'intervention même du président de la République dans les processus d'octroi des concessions au niveau des différents ports du Cameroun. La loi de 2013 prévoit tout un dispositif et toute une procédure sur le droit spécial des investissements au Cameroun. C'est un droit spécial dérogatoire du droit commun du commerce en République du Cameroun. C'est un droit dérogatoire qui accorde des facilités à des investisseurs, et il faut savoir que cette loi définit ce que c'est qu'un investisseur, encadre l'investisseur depuis son entrée au Cameroun, son déploiement, le déroulement même de ses activités fait l'objet d'un contrôle. Un contrôle qui est assuré par une commission de contrôle qui est logée auprès des services du Premier ministre. Vous comprenez que l'investisseur, quand il arrive, il signe un contrat d'agrément dans lequel il décline tous les éléments qui vont composer l'investissement en question.
même la machinerie, même la logistique qu'il va déployer dans le cadre de cet investissement fait l'objet d'un contrôle. Et il faut savoir qu'à partir du moment où il ne remplit pas ses engagements, il y a des procédures pour lui retirer l'agrément, pour le sortir du régime profitable et dérogatoire du droit commun des investissements étrangers au Cameroun. Et à ce moment-là, ça peut faire l'objet d'un contentieux. Mais Je veux dire que s'il y a des problèmes, cela doit être réglé au niveau des tribunaux. Mais la loi de 2013 spécifie qu'il existe la possibilité pour n'importe quel investisseur qui se sentirait lésé de procéder au préalable par le mécanisme de règlement à l'amiable avec le comité de contrôle. Et lorsque l'investisseur estime qu'il n'a pas reçu satisfaction à ce niveau-là, il peut porter l'affaire devant n'importe quelle instance arbitrale reconnue par l'État du Cameroun. C'est ce qui est dit dans la loi. Et justement, dans ce cas, on observe bien qu'il y a une partie qui s'est sentie lésée, je veux dire, qui a estimé que ses droits ont été bafoués dans cette opération et qui a effectivement saisi les tribunaux. Sauf que pendant que l'affaire est en cours devant les juridictions, il y a donc cette intervention du président de la République qui ordonne la suspension du processus d'attribution. Est-ce que ce n'est pas à ce moment justement que le problème se pose? Je voudrais dire quelque chose. Il n'y a pas incompatibilité entre la suspension du processus d'attribution et la question pendante devant la justice. Okay. Il n'y a pas, je ne trouve pas d'incompatibilité sur le plan du droit. Donc, que le président suspende après la décision du juge, après l'autorité de la chose jugée, là, on peut comprendre. Pour le moment, on ne parle pas encore de l'autorité de la chose jugée parce que la procédure devant les tribunaux n'est pas encore épuisée. Je vous posais donc la question, docteur Blanc. C'est vrai que le docteur Wansi apporte des éléments de réponse. J'imagine que vous devez être d'accord avec l'argumentaire qu'il développe sur la non-compatibilité, c'est cela, oui, entre la décision, je veux dire, entre l'affaire pendant devant le tribunal, oui, et puis cette décision prise par le chef d'État de suspendre le processus d'attribution. Alors, l'intervention du chef de l'État, vous dites que c'est à partir de ce moment que naît le problème. Mais il faut savoir que, puisque nous sommes en train de parler des États africains dans le concert des nations et des questions d'ingérence et de souveraineté, il faut savoir que ce thème nous situe dans le droit international. Il nous situe dans le droit international et le droit international est clair sur ces notions-là. La souveraineté des États perçue sous le prisme de l'ingérence touche à ce que le droit international appelle les affaires relevant essentiellement de la compétence nationale des États. Les affaires relevant essentiellement de la compétence nationale des États. Ça, c'est l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies. Alors, dans ces affaires qui relèvent de la compétence nationale des États, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors, c'est quoi la compétence nationale des États? Il faut savoir que la compétence nationale des États, c'est la compétence législative, c'est la compétence juridictionnelle. C'est sur ces deux plans que les peuples s'autodéterminent, définissent leur propre régime politique, élaborent leur système législatif et juridictionnel. Et c'est à ce niveau que se situe la compétence nationale et les affaires intérieures. Alors, quand le chef de l'État intervient, il intervient dans le cadre de la compétence du pouvoir exécutif. C'est la compétence du pouvoir exécutif. C'est le chef de l'exécutif d'après la Constitution du Cameroun. OK? C'est le chef de l'exécutif. Maintenant,
la structure à laquelle est adressée la directive du président de la République, c'est une structure qui ne relève pas de l'ordre judiciaire. C'est une structure qui ne relève pas de l'ordre législatif. OK? Donc, à partir de ce moment, on reste dans le champ du pouvoir réglementaire. Bon. Sur ce plan, je vais être d'accord avec le docteur Wandi qui dit que l'injonction n'a pas été adressée aux tribunaux de surseoir à la procédure pendante devant les tribunaux. Elle a été adressée à l'administration du port autonome de Douala, qui reste bien dans le champ des attributions exécutives du président de la République. Ça, c'est lorsqu'on considère qu'effectivement, les pouvoirs sont séparés. Tout à fait. Seulement, en ce qui me concerne, je pense que il fallait que cette affaire-là soit gérée dans le canevas fixé par les textes relatifs aux investissements étrangers qui sont en vigueur. À aucun moment, on a mis ces textes-là sur la table. Depuis que je suis ces affaires-là, je n'ai pas entendu parler de la charte des investissements, je n'ai pas entendu parler de la loi de 2013 qui définit les modalités à respecter par les investisseurs en matière d'attribution de facilités dans le domaine des investissements. Qu'est-ce que vous vouliez dire, docteur Hansi, pour compléter le développement du docteur Moulin? Moi, je pense qu'en matière administrative, l'administration, le chef de l'administration, qui est le chef de l'État, a un pouvoir décisionnel, un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d'évaluer des situations et d'intervenir par une décision réglementaire pour réguler cette situation. Si des pouvoirs juridictionnels avaient été reconnus au port autonome de Douala, là, le port autonome de Douala serait constitué ou bien serait considéré comme une entité juridique. Cette fois, l'État intervient, le chef de l'État intervient comme le chef de l'administration en disant « je vous demande de surseoir ». Je crois que ici, cela s'est passé dans un contexte de relations internationales économiques où les gens ont perçu, cela comme étant une intervention purement qui était motivée par le fait qu'il y avait une visite, celle de M. Le Drian, qui aurait peut-être donné des ordres, que le chef d'État aurait reçu des ordres en la matière. Mais je ne pense pas. Je crois que c'est un juriste. Il a très rapidement compris ce qu'il fallait faire. Et il a fait. Mais il a fait tout en se protégeant. Il s'est protégé par le fait que l'affaire est pendante devant les tribunaux. Et il ne demande rien que la phase administrative. Et dans cette phase administrative, il demande de surseoir. Je crois qu'il faut être objectif dessus et c'est suffisamment clair. Au-delà de cet élément, de cette actualité, parce que j'indiquais qu'il y a deux faits d'actualité majeurs qui ont permis de remettre sur la sellette cette question d'ingérence et de souveraineté. Récemment, il y a eu un grand dialogue national qui a été organisé à Yaoundé dans le sens d'apporter des solutions à la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et vous avez appris, bien évidemment, qu'au sortir de ce grand dialogue national, il y a eu des évaluations, des appréciations qui ont été portées par un certain nombre d'organisations. On se souvient que l'ONU, à travers le secrétaire général de cette organisation, a pris la parole pour féliciter ce grand dialogue national. Mais on a eu un bémol qui est venu du côté de l'Union européenne, notamment, qui a estimé qu'elle attend davantage un dialogue inclusif. Une façon implicite d'indiquer que ce qui a été organisé en réalité ne saurait être véritablement la solution à la crise qui secoue la région du nord-ouest et du sud-ouest. Et il y a eu une sorte de levée de bouclier, notamment au sein du Sérail, avec des compatriotes qui ont pris la parole pour crier à l'ingérence. Est-ce qu'on peut considérer cette
position ou cette attitude de l'Union européenne comme étant une sorte d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État? L'État lui-même, chaque État est souverain pour définir les contours des domaines, des secteurs où elle veut garder sa souveraineté. Et lorsqu'une organisation internationale s'exprime, il faut distinguer les résolutions, les décisions qui ont un caractère, les directives qui ont un caractère contraignant et les recommandations. Ici, c'est parce que le public, ceux qui parlent, ne sont pas suffisamment informés. Lorsqu'il s'agit des recommandations en matière de droit international, c'est une invitation qu'on adresse à l'État en lui disant « Je vous demande de faire davantage pour pouvoir trouver une solution ». En fait, il n'y a pas de contrainte en la matière. Mais lorsqu'il s'agit d'une résolution, c'est une étape assez graduée, une étape supplémentaire où on peut prendre des décisions, qui ont un caractère contraignant, qui peuvent même inviter à l'intervention humanitaire ou à une intervention quelconque. Donc, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de clarification sur ces questions que le public ne maîtrise pas souvent qu'il y a eu cette levée de bouclier. Mais en droit international, il faut distinguer la recommandation, la résolution et la directive. Docteur Lula, on se souvient, ce n'est pas la première fois qu'il y a des réactions de ce genre après une sortie de l'Union européenne. On se souvient que il y a quelques semaines, quelques mois, le Parlement européen s'est réuni et au sortir de cette rencontre a fait des recommandations dans le sens d'apporter une lisibilité dans les mesures qui sont prises par le pouvoir à Yaoundé pour régler la crise anglophone. Avant cela, il y avait eu une sortie du chef de la mission de l'Union européenne à Yaoundé sur le même sujet, une sortie qui n'avait pas été bien appréciée, très appréciée par un certain nombre de tenants du pouvoir à Yaoundé qui avaient crié également à l'ingérence. À quel moment parle-t-on d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État? Bon, sur la définition de l'ingérence, il faut savoir que l'ingérence se décline au plan international sous l'angle du droit d'ingérence et sous l'angle du devoir d'ingérence. Okay? Parce que quand vous allez lire, par exemple, l'article 20, paragraphe 3 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, cette disposition-là reconnaît un devoir d'ingérence des États africains en ce qui concerne la libération des peuples contre l'occupation étrangère. Okay? Mais la même Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne dit rien au sujet de l'oppression de ces mêmes peuples ou d'une partie de ces peuples-là par les gouvernements nationaux opérant sur leur propre territoire. Vous comprenez? Donc, il s'agit d'un devoir d'ingérence sélectif. Il est sélectif. Maintenant, ça c'est pour le devoir d'ingérence. En ce qui concerne le droit d'ingérence, c'est une notion théorisée par des philosophes et hommes politiques français. La toute première fois que cela a été entendu, c'est en 1979. C'est un philosophe français qui l'a théorisé. Ça a été repris par Bernard Kouchner, notamment dans la crise du Biafra. Du Biafra. Ok? C'est à cette occasion qu'on a vu l'avènement des French Doctors, les French Doctors. On a vu Médecins sans frontières et on a vu Médecins du monde. Or, c'est là le problème de ce droit d'ingérence-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une égalité des États devant le droit d'ingérence? Est-ce qu'il y a une égalité des États devant le droit d'ingérence? Manifestement, non. Parce que vous voyez bien qu'en ce qui concerne la question du Biafra, la France était politiquement pro-sécession. Okay? La France a soutenu les mouvements sécessionnistes du Biafra. Alors, contre le gouvernement fédéral. Tout à fait. Tout de suite, on perçoit bien la grande problématique de cette affaire-là.
C'est-à-dire que l'utilisation du droit d'ingérence humanitaire à des fins géopolitiques. Et derrière les fins géopolitiques se positionne en général la question de la souveraineté permanente des États sur leurs richesses et ressources naturelles. Vous comprenez? Et cette question, au plan international, a fait l'objet d'un dispositif normatif dense, riche. Si vous allez dans la Charte des Nations Unies, dès les 2 premiers articles, on en parle. Une succession de résolutions ont été adoptées au niveau des Nations Unies sur cette question. Hein? Parmi lesquelles la plus forte, la plus prégnante est la résolution 2131 de la 20e Assemblée Générale des Nations Unies sur l'interdiction de l'ingérence non seulement militaire, mais également économique, sociale et culturelle dans les affaires relevantes essentiellement de la compétence nationale des États. Alors, à partir de là, on comprend bien où se situe le problème. Les ressources naturelles, les richesses, positionnement géopolitique. Maintenant, en ce qui concerne le Parlement européen, pour ma part, il faudrait distinguer les actions posées par les acteurs des relations internationales en vertu des accords et traités, parce qu'il ne faut pas oublier que le Cameroun, l'État du Cameroun, est un État ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et est donc lié à l'Union européenne par l'accord de Cotonou de 2000. Ok? Et si vous allez dans les dispositions de cet accord, vous verrez qu'il y a toute une série d'articles qui traitent, qui donnent le droit à l'Union européenne d'être regardante sur les affaires des pays ACP dès lors que les questions de droits de l'homme et de gouvernance démocratique se posent. Les États ACP ont signé cet accord. Alors, à partir du moment où... Donc c'est en vertu... À partir du moment où le Parlement de l'Union européenne se déploie dans le cadre d'un rapport conventionnel, on ne peut plus crier à l'ingérence, puisqu'on a signé et ratifié des accords. La difficulté pour les citoyens des États, des pays en voie de développement, de comprendre des questions d'ingérence est liée même à l'attitude des gouvernants. Puisque dans les relations, à l'exemple des relations franco-africaines, les États africains ont signé au lendemain des indépendances un certain nombre d'accords. Mais ces accords sont restés secrets et n'ont pas été mis à la disposition des parlements ou encore à la lecture du public. Donc, chaque fois que ces grandes puissances qui ont signé ces accords secrets interviennent dans les domaines que le peuple considère comme des domaines de souveraineté, tout le monde est choqué. Les États, les opinions sont choquées par ça. En matière militaire, en matière économique, en matière même administrative et juridictionnelle, si nous prenons le cas du Tchad avec l'affaire Archer de Zoé. En matière militaire, lorsque les armées débarquent dans des États souverains sous prétexte de venir protéger leurs ressortissants. Ça choque, mais en fait, c'est tout simplement parce que dans les accords bilatéraux, les opinions des États, les peuples n'ont pas de lecture
de ce qui a été signé avec les anciennes puissances tutélaires. Autrement dit, le problème, ce n'est pas forcément, je veux dire qu'il y a peut-être un problème au niveau de l'ignorance des accords ou des accords qui lient ces États-là avec des organisations internationales, qu'on indiquait tout à l'heure, le docteur Noula, pour ce qui concerne, par exemple, le Cameroun et l'Union européenne à travers la Convention ou les accords de Cotonou. Oui, nous l'avions déjà dit dans une précédente émission à propos des accords de Cotonou. Oui, mais à marge des accords de Cotonou, je viens compléter ce que dit mon collègue, c'est que il y a d'autres accords, mais qui sont des accords secrets. Et ne pas mettre les accords secrets à la disposition des peuples, c'est de la mauvaise gouvernance. Oui, mais car lorsque ces accords sont secrets, comment on fait pour savoir quels sont les termes de l'accord, justement? Justement, et pour pouvoir apprécier. Pour pouvoir apprécier. Alors, docteur Noula, il a évoqué tout à l'heure le cas de l'Arche de Zoé. On se souvient, c'était en octobre 2007 au Tchad, où on a vu des Occidentaux qui étaient sur le point d'embarquer des enfants. Je crois qu'ils étaient 103. C'était à l'aéroport d'Abéché, au Tchad. Oui. Il y a eu donc une intervention et l'équipage et tous ceux qui se présentaient comme étant les membres de cette association de l'Arche de Zoé avaient été interpellés. D'abord gardés à Abéché, puis quelques jours après transférés à Djamena au Tchad. Cela a suscité une levée de boucliers, notamment en France. On se souvient que le ministre secrétaire aux droits de l'homme, Ramayad, à l'époque, avait indiqué que c'était une attitude irresponsable de la part de ces membres de l'Arche de Zoé. Mais dans la foulée, on se souvient que le président Sarkozy avait annoncé qu'il irait chercher les Français qui étaient membres de cette organisation, quoi qu'ils aient fait. Et quelque temps, effectivement, il a débarqué au Tchad, il a modifié les paramètres de l'affaire, on sait ce que cela est devenu. Est-ce que lorsqu'on prend un cas comme celui-là, qui, comme l'indiquait tout à l'heure le docteur Wansi, choque l'opinion, est-ce qu'on peut, à tort ou à raison, considérer que c'est une question de souveraineté qui est, je veux dire, que la souveraineté du Tchad qui est mise entre parenthèses ici? Est-ce que ici, effectivement, il y a une question d'ingérence dans les affaires intérieures du pays? Bon, en ce qui concerne l'affaire de l'Arche de Zoé, du point de vue de la lecture du droit international, qui considère que les questions qui relèvent de la compétence nationale des États touchent à leur souveraineté. Et j'ai bien précisé que par compétence nationale, il faut entendre les trois compétences. Législative, judiciaire, exécutive. Là, dans l'affaire de l'Arche de Zoé, il y avait une procédure judiciaire en cours qui a été interrompue par une ingérence diplomatique, politico-diplomatique. Il y a eu une ingérence politico-diplomatique. Une ingérence qui a même été précédée d'une contrainte militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que la rébellion a marché sur N'Djamena et a été stoppée par les forces françaises. Avant que Sarkozy ne vienne. Alors, à partir de ce moment, vous comprenez que le président Déby était redevable. Était au moins redevable. Je n'ai pas envie d'aller plus loin dans les interprétations, pour ne pas raconter n'importe quoi. Donc, il faut savoir que nous autres, les internationalistes, nous disons que dans les rapports interétatiques, en dehors des systèmes conventionnels, c'est l'état de nature. Et l'état de nature, c'est le rapport de force. Et il faut bien comprendre que dans un système comme celui-là, c'est la loi qui protège le faible. Moi, j'irai encore plus loin pour dire qu'en matière de droit international, il y a des secteurs de droit international ou bien des pans de droit international où
la loi est plus souple que les juristes anglo-américains qualifient de soft law, où le droit international n'est pas très regardant, mais il y a des domaines aussi où le droit international est très dur, il est très rigoureux. Je vous prends un exemple c'est l'intervention militaire sur les territoires étrangers. Pour que les Nations Unies, pour qu'un État intervienne, il y a un système de multilatéralisme très exigé au niveau du Conseil de sécurité. Par contre, pour ce qui consiste à protéger le patrimoine mondial, ou bien les patrimoines mondiaux de l'humanité, le droit est souvent souple en la matière, notamment en ce qui concerne les questions environnementales. Tous les États n'adhèrent pas aux décisions sur les questions environnementales qui concernent pourtant la planète, bien qu'elle se réchauffe tant, avec tout ce que son corollaire de changement climatique. Donc, il faut distinguer en droit international le soft law et le hard law. Oui, mais ce que le docteur Moula essaie d'expliquer, et c'est à ce niveau-là que je voulais vous lancer, c'est qu'on a le sentiment à un moment donné qu'il y a effectivement ce droit international, avec ses règles, son code, mais qui visiblement est appliqué par les plus forts au service des plus forts. Parce qu'elle n'a pas de l'état de nature. Oui. Il y a... l'état de nature, c'est de la littérature juridique. C'est des qualifications. Mais toutefois, il faut rester sur des questions purement de droit. Il y a des questions de souveraineté, des questions d'égalité qui sont des fondements des États. Sur le cas de l'Arche de Noé de façon précise, là on voit bien qu'il y a une ingérence. Il y a une ingérence. Il y a une ingérence, certes, mais je veux dire que cette ingérence est sous-tendue par des rapports de force. Bien que nous soyons égaux, nous n'avons pas les mêmes forces en matière de relations internationales. Je ne dis pas en matière de droit international, mais je dis en matière de relations internationales, les États n'ont pas les mêmes forces. Or, la force, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique, détermine souvent le degré de souveraineté des peuples. C'est pourquoi les États qui se sont engagés dans l'armement, par exemple, font plus peur et se font plus respecter. Israël est un tout petit État, mais il se fait respecter parce qu'il est armé. Il se fait respecter par ses voisins, il se fait respecter par les puissances internationales. Donc, je n'exclus pas le fait que, nous n'excluons pas, parce que nous sommes dans un débat, n'excluons pas le fait que la force est un élément très important dans les rapports multilatéraux entre les États. Alors, pris sous cet angle-là, docteur Moulin, où on est pratiquement dans une situation, je ne veux pas parler de cette situation de l'état de nature, enfin, vous voyez l'état de nature où les gros poissons mangent les petits poissons, mais à ce moment-là, qu'est-ce qui garantit la souveraineté des États? C'est-à-dire que dans un contexte comme celui-là, on commence bien à se demander à quel moment faut-il parler de souveraineté. La souveraineté, c'est le pouvoir suprême de commander. C'est le pouvoir suprême de commander qui se traduit au plan interne par le pouvoir constituant et au plan international par le pouvoir régulant, c'est-à-dire la faculté d'une communauté politique à participer à l'élaboration du droit international, à réguler les rapports internationaux. Vous comprenez que c'est ce que les internationalistes appellent l'immédiateté internationale. Pouvoir négocier des accords, pouvoir envoyer des missions diplomatiques, en recevoir, ce sont là autant de signes de la souveraineté au plan international. Bon, maintenant, il existe aussi en droit international ce qu'on appelle le principe de l'effectivité.
Le droit international peut vous reconnaître un certain nombre de droits, comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais le droit international ne viendra pas à la place de ce peuple dit souverain garantir sa souveraineté. La souveraineté est précisément cette faculté-là de garantir soi-même sa sécurité. La souveraineté est l'autonomie. Si vous attendez d'une entité extérieure à vous qu'elle vienne garantir votre souveraineté, vous avouez par là même que vous n'êtes pas souverain. La souveraineté, c'est cela. C'est l'effectivité. Lorsque vous l'avez proclamé à la face du monde, quand vous dites au reste des nations que désormais, que vous le vouliez ou pas, je suis souverain, vous êtes en réalité en train de dire que je suis dorénavant en mesure de vous empêcher de légiférer dans mon espace territorial juridictionnel, de vous empêcher. C'est le principe de l'exclusivité. La souveraineté est exclusive et elle est générale. Vous comprenez? Alors, à partir de ce moment, c'est la communauté politique elle-même qui garantit sa souveraineté, pour vous répondre. Et pour le faire, elle a recours à tous les moyens connus, c'est-à-dire militaires, économiques, culturels, politiques. Elle a recours à cela. Je voudrais rajouter quelque chose et tempérer ce qu'il dit. En fait, la souveraineté, c'est le refus de la soumission, et l'un des fondements de la souveraineté, c'est d'abord l'indépendance. La capacité à se projeter dans des secteurs et dire « j'y suis ». Donc l'indépendance, s'il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de souveraineté. Donc l'indépendance précède la souveraineté et refuse la soumission à toute ingérence extérieure. Oui, l'indépendance, c'est l'accession à la souveraineté internationale, comme il l'a indiqué. Oui. Maintenant, à côté de cette accession à la souveraineté internationale, il y a maintenant des mécanismes, comme il dit, qu'il faut développer en interne pour assurer cette, pour assurer cette souveraineté-là. Donc là, moi, la question que je vais poser, c'est en rapport avec la capacité de ce droit international à garantir cette souveraineté. Je pose la question parce qu'effectivement, lorsqu'on parcourt un certain nombre de textes ou d'instruments juridiques internationaux et tout ça, on voit bien que si on regarde par exemple la charte de l'Union africaine ou d'autres structures, on voit qu'à un moment donné, on parle par exemple de la protection de l'intégrité territoriale des États, avec la protection des frontières, de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Exactement. Alors, si on peut, de façon précise, indiquer des éléments comme cela dans les textes fondamentaux de ces organisations, pourquoi ne pourrait-on pas prendre également d'autres textes ou d'autres mesures dans le sens de garantir justement la souveraineté de ces États? Parce qu'à vous écouter, le sentiment qu'on a, c'est que c'est chaque État qui se donne les moyens de garantir sa souveraineté. Exactement. De déterminer même les contours de sa souveraineté. De déterminer d'abord les contours de sa souveraineté. L'État peut laisser, par des traités, par le système de convention, un pan de sa souveraineté à une organisation internationale ou bien à une organisation sous-régionale pour agir en son nom. N'est-ce pas? Donc, ce que je disais que l'indépendance, la capacité de l'État à agir ou ne pas agir est déjà une forme de souveraineté. Donc l'État peut lier sa souveraineté à un projet de société ou à un projet d'organisation internationale. C'est ce qui se passe par exemple en matière, pour le cas de la CEMAC, ou encore en matière de libre circulation de personnes et de biens. C'est des formes de souveraineté que vous autorisez des citoyens d'un autre pays ou bien d'autres pays à circuler librement dans votre pays, sur votre territoire.
un État qui est membre d'une organisation sous-régionale peut émettre des réserves quant à cette libre circulation des personnes et des biens. C'est le cas de la Guinée équatoriale qui a dit « Je voudrais être rassuré sur la sécurité de mon État parce que je voudrais avoir le fichier sécurité de tous les États, parce que qui dit libre circulation des personnes et des biens dit aussi libre circulation des armes. Donc je veux contrôler la criminalité. La maîtrise de l'espace. Exactement. Qui est également un indicateur important de souveraineté et un indicateur de puissance. Oui. Donc, Dr. Noula, est-ce que on ne pourrait pas, à travers les textes fondamentaux au niveau des institutions internationales, l'Union africaine et beaucoup d'autres, mettre effectivement des balises qui permettent de protéger la souveraineté de ces États? Écoutez, au niveau international, la Charte des Nations Unies prévoit un système de sécurité collectif, tout en n'excluant pas la possibilité de self-défense et d'autodéfense pour les États. C'est-à-dire, la Charte dit que tous les États ont le droit de se défendre en attendant que le mécanisme de sécurité collective universel ou régional prévu par la Charte des Nations Unies déploie ses effets pour restaurer la paix et la sécurité internationale. Ça veut dire que le système international dit lui-même qu'il appartient à chaque État d'abord de garantir sa souveraineté. De garantir sa souveraineté. Alors, qu'est-ce que le mécanisme international garantit? Il garantit la paix et la sécurité internationale. Et qui est le juge? Qui est le juge? C'est-à-dire qui estime, qui est habilité à estimer qu'il y a rupture de la paix et de la sécurité internationale? C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas estimé qu'il y a rupture de la paix et de la sécurité internationale, il ne mettra pas les mécanismes de défense collective en mouvement. Cela, même si dans les faits, un État a maille à partir avec sa souveraineté. Vous comprenez qu'il vaut mieux pour cet État-là que sa sécurité ne dépende pas du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est un organe, je le rappelle, politique. Politique. Au sein duquel chaque État défend ses intérêts. Vous vous souvenez tous de l'activité du ministre Colin Powell au sujet de l'Irak. C'était au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons vu les États-Unis passer outre un veto français pour aller en Irak. Ok? Donc, nous étions en train de parler des souverainetés africaines. Oui. Mais il faut savoir que c'est pareil pour tous les pays dans le monde, hein. Y compris les États-Unis d'Amérique. Vous n'ignorez pas les activités des démocrates au sein du Congrès américain en ce qui concerne une supposée ingérence de la Russie dans le processus électoral qui a conduit au pouvoir M. Trump. Okay? C'est un problème d'ingérence dans la désignation de la plus haute autorité d'un pays comme les États-Unis d'Amérique. Donc, eux-mêmes ont des problèmes de souveraineté. Je voudrais rajouter pour les cas des pays africains. Les Nations Unies ont quand même reconnu aux organisations sous-régionales, aux organisations africaines, la possibilité de statuer sur des questions de souveraineté à leur niveau pour trouver des solutions beaucoup plus locales. C'est ce qui a permis, par exemple, dans le cadre de la CEDEAO, au Nigeria, d'intervenir au Libéria. Et d'y laisser 900 personnes. 900 militaires nigérians sont morts au Libéria. Et c'est ce qui a permis à certains États, dans le cadre de la CEMAC, d'intervenir en République centrafricaine.
d'y envoyer des armées pour établir la paix. Lorsque la paix est menacée dans une région bien précise, pour maîtriser la souveraineté des États africains, parce que au sein de l'Union africaine s'est réservée quand même des solutions régionales. Et l'une des solutions régionales, c'est la capacité d'intervenir dans les États souverains pour rétablir c'est bien indiqué dans la charte. Si on prend le cas de l'Union africaine, c'est bien indiqué dans la charte, c'est-à-dire que le droit d'ingérence, notamment lorsqu'il y a des questions ils ont parlé en cas de génocide, changement anticonstitutionnel, ça donne le droit d'ingérence dans ces États et donc de mettre en parenthèse cette question de souveraineté-là. Mais moi, ma question, c'est davantage au niveau de la capacité de ces États, à travers ces instruments juridiques internationaux, à travers ces textes fondamentaux, d'encadrer justement ces questions de souveraineté. Le docteur Noula a insisté tout à l'heure sur un exemple, le cas, je crois qu'il évoquait là, le cas de l'intervention des États-Unis en Irak. J'imagine que c'était en rapport avec l'invasion du Koweït, où il y a eu une situation, je crois... Non, pas du tout. Ok, il y a eu deux guerres. Il y a eu deux guerres, d'accord. La première guerre d'Irak et la seconde. La première, c'était le Koweït. Oui. La seconde, c'était la question des armes de destruction massive. Ok, oui. Donc, il y a ces deux cas où, effectivement, on a vu les Américains intervenir. Sur le deuxième cas, veto de la France. Donc, sur ces questions, Dr. Wansi, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes qu'il faudrait mettre en place pour accélérer ou bien pour mieux garantir et consolider la souveraineté des États pour que ce ne soit plus une appréciation à géométrie variable? Parce que, comme l'indiquait le docteur tout à l'heure, on a le sentiment que il y a une seule institution, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui apprécie des cas où la paix et la sécurité internationale sont menacées, et donc on peut mettre en mouvement des mécanismes qui permettent justement de protéger Le premier mécanisme qui est mis en place, c'est celui c'est le multilatéralisme. Et le multilatéralisme s'est développé depuis la fin de la guerre froide. Les interventions ne sont plus ce qu'elles étaient. C'est-à-dire, on ne trouvera plus des États-Unis qui rentre au Panama, qui ramène le général Noriega, qui est pourtant président de la République, qui l'amène dans une prison américaine. Ça sera difficile, ce genre d'intervention. Le multilatéralisme domine maintenant les relations internationales. Et le multilatéralisme permet de réguler les questions ou bien d'apaiser les questions de souveraineté ou encore de protéger les souverainetés des États. Au nom de la souveraineté, les États ne peuvent plus prendre des décisions unilatérales capables, susceptibles de mettre en mal la paix internationale. Vous voyez, par exemple, le cas de... Mais toutefois, je veux dire qu'il ne faut pas exclure que les questions de souveraineté ont une dimension politique. Et cette dimension politique se traduit par la force des uns et des autres. On a vu, par exemple, les États-Unis remettre en cause une décision multilatérale vis-à-vis de l'Iran, qui pourtant avait déjà signé un traité de renonciation ou bien encore de renonciation à l'utilisation des armes nucléaires ou encore de l'enrichissement de l'uranium. De l'enrichissement de l'uranium. Les États-Unis ont remis en cause, mais vous avez vu que l'Iran est resté très souverain, mais les autres États qui avaient signé sous l'égide des Nations Unies ont refusé de marcher sur la décision unilatérale des États-Unis, notamment les pays de l'Union européenne. Alors, Dr. Noula, peut-être pour aller avancer un peu plus dans le débat, est-ce que vous avez le sentiment que les États africains, dans leur globalité, tiennent vraiment leur souveraineté, arrivent à protéger justement cette souveraineté-là, essayent d'éviter au mieux l'ingérence des puissances étrangères dans les affaires internes de ces États-là? Vous avez commencé tout à l'heure à donner un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme
des mécanismes de protection individuelle de ces États pour la consolidation, ou si vous voulez, pour la protection, la consolidation de cette souveraineté-là. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit pour les États africains de faire quoi précisément pour arriver à améliorer cette souveraineté-là, à éviter au mieux l'ingérence des autres États dans les affaires intérieures de ces États africains? La question de savoir comment est-ce que les États africains peuvent faire pour préserver leur souveraineté, c'est une question très difficile, Monsieur Dual, parce que les États africains viennent de très loin. Ils viennent de très loin. Vous savez, l'entité politique la plus puissante de l'Afrique, au 19e siècle, le califat de Sokoto, quand je prends l'Afrique centrale, le califat de Sokoto qui s'étendait jusqu'à l'Adamawa du Cameroun, et au nord avec le califat du Bornou. Vous savez, Sokoto a été détruit par la puissance anglaise. Et le Kanem Bornou a été également détruit par les armées françaises. On est là en 1900, 1905, respectivement. Malgré la forte résistance de Rabat et tout ce qu'on peut imaginer. Il s'agit là de deux califats, parce qu'il faut savoir que Ousmane Dan Fodio, qui crée le califat de Sokoto, c'est le Napoléon africain. On est là dans les années de la Révolution française, les années 1800. Il crée le califat du Sokoto, il bouscule tout sur son passage, et puis il est broyé par la puissance anglaise. Une souveraineté anéantie, parce que c'était une souveraineté. Alors, depuis ces époques-là, ce qu'on appelle de nos jours les États africains correspondent à quoi? Le cas même du Cameroun, c'est une création de l'Allemagne. Le Cameroun est une création de l'Allemagne, avec grand K. C'est un territoire créé par l'Allemagne, par la force militaire, et l'Allemagne a fédéré diverses principautés africaines, sans tenir compte des frontières de ces principautés-là. Les rois Douala, Bamoun, royaume Bamoun, les Allemands ont fédéré tout ça par la force, pendant que de l'autre côté, les Anglais fédéraient par la force. Je dis Kanem Bornou, c'est dans la zone du Tchad, là, les Français fédéraient par la force. Donc, nos États même ne sont pas des créations africaines. Alors, poser la question de la souveraineté de ces entités-là, vous comprenez toute la complexité. Maintenant, la souveraineté, elle est d'abord militaire. Elle est militaire. Je vous ai dit que ces différentes puissances africaines de l'époque ont été broyées militairement. Le royaume du Congo qui a été détruit par le Portugal. L'Angola qui était le royaume du Luango. Non, c'était le royaume de Ndongo. Le royaume du Ndongo, qui a été transformé en colonie. C'était un royaume vassal du royaume du Congo, qui a été colonisé, transformé en colonie. C'était par la force militaire. Vous comprenez donc que la question de la souveraineté est d'abord militaire. Donc, vous avez là la réponse à votre question de savoir comment est-ce que les Africains peuvent consolider leur souveraineté. Ils doivent consolider leurs armées et maîtriser le complexe industrialo-militaire, comme le font tous les pays qui maîtrisent leur souveraineté dans le monde. Que vous preniez les États-Unis, Israël, Russie, Chine et tout, comment ils font pour maintenir leur souveraineté? Nous n'allons pas réinventer les choses. Nous savons tous comment ça se fait. Autrement dit, Dr Wansi, bien qu'il y ait un obstacle à l'origine, le fait qu'il y ait une absence d'un élément fort intégrateur, comme semblait indiquer le docteur Noula, qu'on a vécu avec
les grands États souverains du 16e, 17e et 18e, on peut tout de même se rattraper en mettant en place des mécanismes qui permettent de protéger, d'assurer la sécurité de nos micro-États. La force mixte multinationale, par exemple, qui a été mise en place à la faveur de la lutte contre Boko Haram, ça peut être un levier. Je pense à autre chose. Pour consolider sa souveraineté, il faut d'abord avoir le sentiment nationaliste, l'amour du pays. J'ai voyagé en Éthiopie et je me suis posé la question de savoir comment l'Éthiopie a pu résister à la colonisation. Comment le roi, l'empereur d'Éthiopie, le dernier empereur, Ménélique II. Non, le dernier empereur. Le dernier empereur n'était pas Ménélique. Ménélique, c'est celui qui a résisté à la colonisation italienne. Oui, avec la bataille d'Adwa. Tout à fait. Oui. Je me suis posé la question de savoir comment Mengistu allait... Et Mariam. Oui. Comment ces gens ont pu, face à la conquête des grandes puissances, résister à la colonisation et manifester leur souveraineté. Pourquoi les Anglais qui étaient au Kenya à côté n'ont pas envahi l'Éthiopie et n'en ont pas fait un protectorat? Tout simplement, c'est le sentiment nationaliste, l'amour de leur pays. Lorsque le sentiment nationaliste est fort dans un pays, il est difficile de le plier. Et les pays qui ont envahi les peuples très nationalistes en souffrent beaucoup. On voit le cas du Tibet. On voit le cas de certains pays qui ont envahi. Ils souffriront toujours parce que lutter contre le nationalisme d'un peuple est une activité très difficile. Donc, il faut déjà commencer par s'armer avec un sentiment nationaliste. Je pense que c'est ce qui a fait la Chine. Les Européens ont occupé les côtes chinoises, mais n'ont jamais pu ébranler l'Empire chinois. Depuis, vous vous souvenez, les Anglais, les Allemands, tous étaient en Chine, mais ils n'ont jamais pu soumettre la Chine. Donc ces peuples ont manifesté leur souveraineté par leur nationalisme. Ça a été le cas même des Vietnamiens face à la grande puissance militaire. Donc lorsque vous parliez de puissance militaire, je disais que la puissance militaire n'est pas un tout. Il y a des pays qui étaient militairement forts, qui ont éclaté, qui ont disparu, n'est-ce pas? Il a parlé de sultanat du Sokoto, mais je connais encore plus un pays, un empereur, je ne peux parler pas d'empereur, un roi, Samori Touré. Il était militairement fort par rapport au peuple qui vivait tout autour. Mais comme c'était un conquérant qui soumettait les peuples par la violence, les peuples n'adhéraient pas à sa philosophie de reconstituer un royaume malinqué musulman. Alors, ils n'ont pas adhéré, il n'a pas eu suffisamment d'hommes pour le défendre. Comme c'était un conquérant qui a fait face à d'autres conquérants, qui sont les conquérants français, je crois qu'il a été arrêté et envoyé en exil. Donc, je reviens sur cette question de nationalisme. Nous devons manifester notre nationalisme. Mais pour manifester notre nationalisme, nous devons, voilà aussi une question de souveraineté, c'est avoir des dirigeants visionnaires et justes qui ne vont pas signer des accords secrets. Parce que des accords secrets engagent la souveraineté des États. Et les peuples se posent la question de savoir où le dirigeant nous a amenés. Je me souviens, dans l'histoire de l'Éthiopie, une histoire que j'aime bien, le roi d'Éthiopie, Ménélique, justement, qui résistait à la bataille d'Adwa, avait demandé au sultan, un sultan du Soudan, de lui dire, mais nous sommes tous africains, j'attends ton aide. Il ne lui a pas apporté son aide. Ça a contribué à renforcer le sultanat, le nationalisme des Éthiopiens. Je crois que l'élément militaire, certes, mais l'élément nationaliste. Alors, Dr Moula, sur la question, sur le facteur militaire que vous avez semblé mettre en relief, est-ce que cela ne paraît pas un tout petit peu, je veux dire quoi, limité? Je pose la question parce que lorsqu'on revient sur l'histoire politique de l'Afrique,
Si on prend les exemples que vous avez évoqués vous-même, qui ont été complétés par le docteur Wansi, que ce soit le cas avec l'empire de Samori dans le Soudan occidental, que ce soit le cas avec l'empire de Rabat autour du lac Tchad, ou encore même, vous avez parlé du royaume de l'empire du Sokoto, entre celui créé par Ousmane Dan Fodio, entre le Nigeria, le Cameroun, et on a bien vu que tous ces royaumes à un moment donné se sont effondrés. Et les historiens très souvent expliquent que ça fait partie des phases de l'évolution et du développement des États qui doivent naître, connaître une période de prospérité, atteindre une certaine apogée, et puis fatalement décliner. Est-ce qu'au finish, l'élément le plus important ne serait pas celui que développe le docteur Wansi, à savoir un élément fédérateur qui serait peut-être une culture forte, bien ancrée, qui soit une sorte de socle ou de ciment national qui pourrait résister à toutes sortes d'invasions? Est-ce que cette option n'est pas plus intéressante que l'option militaire qui peut durer quelques années, mais qui peut flancher lorsqu'une force supérieure, pour reprendre l'expression du Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, en arrive à écraser celle qui est présentée? Bon, écoutez, moi j'aimerais bien que le docteur Wansi m'explique comment est-ce qu'un nationalisme désarmé peut garantir la souveraineté d'un pays. Je vais vous l'expliquer. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'aspect militaire dont j'ai parlé, vous savez, le nationalisme est une création. C'est créé, ça vit, ça peut mourir. Donc, le nationalisme n'est pas immortel. Le nationalisme n'est pas immortel. C'est pas parce qu'une communauté politique est nationaliste qu'elle est invulnérable. Les royaumes qui se sont effondrés ont été supplantés par une technologie militaire plus performante. Vous savez, le royaume chrétien d'Éthiopie, qui a résisté à la pénétration de l'Empire ottoman, qui a pourtant dominé jusqu'au sud de l'Europe, l'Espagne et le Portugal, qui a avalé le sud de l'Europe. L'Empire chrétien éthiopien a résisté, c'était à cause de la technologie qu'on appelait le feu grégeois. Le feu grégeois. Donc, écoutez, la chute ou la prospérité des civilisations est une question technologique. Soyez nationaliste, ne soyez pas nationaliste si vous êtes désarmé. C'est-à-dire si votre technologie militaire n'est pas à la hauteur, vous ne pouvez pas résister. Vous avez vu le Japon, Hiroshima et Nagasaki. Les Américains les ont fait plier par la technologie nucléaire. Est-ce qu'il n'y avait pas de nationalisme au Japon? Bien au contraire. Très développé d'ailleurs. Est-ce que le Japon n'a pas plié? Donc, ce que je dis, c'est purement scientifique, c'est objectif. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est mieux armé. Il aura le dessus sur vous. Vous avez en face de vous quelqu'un qui peut lire vos intentions avant même que vous ne les ayez transposées dans la réalité, à travers les technologies de l'Internet. Votre téléphone est sous surveillance. Vous savez ce qui a été révélé par Wikileaks, le grand programme mondial d'espionnage des Américains. Mais vous pensez que vous pouvez déployer quel genre de stratégie qui va les surprendre alors qu'eux-mêmes sont informés de ce que vous faites au jour le jour, à votre insu? Parce que c'est par Wikileaks que les Allemands ont appris qu'ils étaient espionnés par les Américains. Ils ne le savaient pas. Est-ce que les Allemands ne sont pas nationalistes? Non. Mais vous pensez que quand votre adversaire est au courant de vos faits et gestes, quand il a la technologie militaire supérieure,
à quoi vous servira votre nationalisme? Tout ce que le nationalisme a de bien, c'est que le nationalisme est le ferment, c'est la graine qui engendre donc la puissance militaire nécessaire. C'est là que je voulais arriver pour dire que vous pouvez avoir une puissance militaire, même la puissance nucléaire. Lorsque vous n'êtes pas suffisamment soudé, lorsque vous ne parlez pas d'une seule voix, la puissance militaire ne sert à rien. Et autre chose, n'oublions pas que nous sommes dans les relations internationales et nous sommes aussi dans le droit international. Le contexte international du moment détermine ce que deviendra ou bien ce qu'est la souveraineté des États. Qu'est-ce qui a fait la puissance économique et militaire de la Corée du Sud et du Japon? C'est la guerre de Corée. C'est la guerre froide. Pour que les Américains gagnent la guerre de Corée, ils devaient s'appuyer sur un État qui contrôle et être le plus proche. Le plus proche, c'était le Japon. Donc, il fallait relancer l'économie japonaise 10 ans après le bombardement d'Hiroshima pour pouvoir aller à la guerre de Corée, qui était plus proche sur le plan de soutien logistique et militaire. Donc, le contexte international détermine la souveraineté des États. Notre souveraineté était en mal au lendemain de la guerre froide. Les barbouzes européens intervenaient en Afrique à volonté. On a vu ce qui s'est passé au Katanga. On a vu la mort au Congo de Patrice Lumumba, comment il a été exécuté. On a vu les tentatives de créer de faire des sécessions avec dans le Katanga. On a vu. Mais je vous ai dit que tout cela dépendait du contexte international. Aujourd'hui, à la fin de la guerre froide, les souverainetés, les indépendances des peuples se raffermissent. Donc, j'ajoute à mon argumentaire un autre élément qui est le contexte international du moment. Alors, Dr. Lula, est-ce que l'Afrique aujourd'hui, vous avez suggéré la création d'une puissance militaire dans l'optique d'une protection de la souveraineté des États africains? Quels sont les moyens dont disposent les États africains aujourd'hui pour construire cette puissance militaire? Lorsqu'on regarde la situation économique du continent, elle n'est pas des meilleures. Le commerce international, environ 2%. Accès à Internet, ce n'est pas tout à fait cela. Au niveau même de la vie politique, il y a de multiples crises politiques, sociopolitiques qui fragilisent les institutions, créent l'instabilité et ne permettent pas d'avoir une lisibilité sur un long terme par rapport à la gouvernance et la réalisation d'un certain nombre de projets intégrateurs ou projets d'intérêt commun. Quels sont les atouts dont disposent les Africains aujourd'hui pour mettre en place ce mécanisme, cette force militaire qui peut être garant d'une réelle souveraineté demain? Mon cher Duval, vous êtes très pessimiste. Les chiffres que vous balancez sont... Moi, j'ai une autre vision de la chose. Je vois un continent africain qui a réussi à arracher son indépendance, parce que nous avons maintenant 53 pays qui sont gouvernés par des ressortissants de ces pays-là. Nous n'avons plus des administrateurs étrangers à la tête de nos États. Je vois un continent africain qui est courtisé par toutes les puissances mondiales. Ça veut dire que les ressources sont ici. Je vois un continent africain qui a le meilleur taux de croissance. Le meilleur taux de croissance. Vous savez que l'Afrique, à l'heure actuelle, a une moyenne de croissance qui va dans les 7%. Je vois un continent africain où vous avez une puissance nigériane qui se lève, sud-africaine, Algérie, Égypte, je vois le Rwanda, je vois... Donc,
je suis en train de voir une Afrique dynamique devant moi. Je vois une Afrique qui monte en puissance. Je vois une Afrique qui va en Russie, alors que cela lui était interdit hier. Je vois, bien sûr, il y a quelques petites exceptions là, hein, où nous avons encore certains gouvernants qui peinent à suivre le pas de l'Afrique qui gagne. Parce que moi, je vois une Afrique qui est en train de gagner. Je vois une Afrique qui est en train d'acquérir même l'autonomie militaire. Avec les Comores, en Afrique de l'Ouest, je vois l'Algérie, c'est une puissance militaire. L'Afrique du Sud, c'est une puissance militaire. Le Nigeria, c'est une puissance militaire. Moi, je suis très optimiste concernant l'Afrique. Je vois que les dirigeants sont conscients des grands enjeux. Ils sont conscients qu'il faut maîtriser la technologie et surtout la technologie militaire. Ils envoient des satellites dans l'espace. Ils deviennent autonomes au point de vue de la communication, la télécommunication. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est Wikileaks qui a révélé aux Allemands qu'ils étaient sous surveillance des Américains. Donc, écoutez, l'Afrique est sur la bonne voie. L'Afrique est sur la bonne voie. Elle imite sur ce plan la Russie, la Chine, qui sont avant-gardistes dans le processus de consolidation des souverainetés nationales. Sur ces questions-là, docteur, si vous partagez le même optimisme, c'est vrai qu'en règle générale... Mais pas la même méthode. Moi, je crois à l'intégration des économies. C'est l'intégration des marchés. Parce que si les marchés sont fragmentés tels qu'on le voit, il sera difficile de former des économies fortes pour pouvoir gagner des marchés extérieurs. Si les marchés sont fragmentés tels qu'ils sont, il sera difficile pour nous d'organiser des grands ensembles. Il faut donc travailler sur les projets intégrateurs. Il faut travailler sur les projets intégrateurs. L'un des projets intégrateurs que j'admire beaucoup en Afrique, c'est le projet de la CEDEAO. Un camion sort d'une usine, Bleuron, je prends un cas, sort d'une usine d'Abidjan à 6 heures du matin. Avant 18 heures, il est à Lagos. Voyez-vous, c'est très intégrateur. Parce qu'il y a une voie qui part d'Abidjan, même de Dakar, jusqu'à Lagos. Donc nous, ici, en Afrique centrale, nous sommes des États miniers. Il n'y a pas d'intégration tellement entre nous. On se regarde de loin. C'est pourquoi... Mais l'intégration aussi a ses conséquences. Vous avez vu, quand il y a eu le cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest, ça a pris 2-3 États à la fois. Nous, peut-être ici, ça nous a protégé ce qui se passe en RDC. L'Ebola n'est pas venu chez nous. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut l'intégration régionale. C'est l'intégration régionale, le système d'intégration régionale qui va impulser la puissance économique. Et c'est la défense de la puissance économique qui va créer des armées fortes. Donc, les pôles d'intégration sont déjà connus. La SADC avec l'Afrique du Sud, la CEDEAO avec le Nigeria, qui est moteur en Afrique centrale, le Cameroun, qui est un moteur lui aussi dans le cadre de la CEMAC, le Maroc et l'Algérie pour l'Afrique du Nord, pour les pays du Maghreb, et je crois aussi au Rwanda. Donc, on doit envisager sur l'intégration des économies sur des véritables bases de calcul. Donc, il ne faut pas le dire parce qu'on le dit, parce qu'on veut le dire, parce que la volonté des peuples aussi doit être exprimée de manière démocratique. Si on a des chefs d'État qui ne favorisent pas le développement de la démocratie, alors il n'y aura pas d'intégration, il n'y aura pas d'économie forte. Donc il faut déjà penser renouveler la classe politique dans certains pays. Alors quand je parlais tout à l'heure des crises sociopolitiques qui handicapent un réel décollage du continent, vous avez semblé être un tout petit peu, enfin vous avez trouvé ça un tout petit peu pessimiste, docteur Moula, mais il est établi
que ces crises sociopolitiques qui se multiplient, notamment autour des consultations électorales sur le continent africain, retardent, freinent considérablement le développement économique de ce continent. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième élément, au-delà, en dehors de ces cas isolés qu'on peut prendre, est-ce qu'il ne faut pas justement travailler sur ces projets intégrateurs? Il y a un certain nombre de projets qui ont été évoqués, qui sont contenus dans l'agenda panafricain, par exemple, ces axes routiers. Le NEPAD, ces axes routiers ou ces lignes de chemin de fer, le Cap, le Caire, Djibouti, Dakar, est-ce que ce ne sont pas des éléments qui pourraient, booster sérieusement le développement économique de l'Afrique et donner une plus grande lisibilité sur la construction, peut-être, pourquoi pas, de ces armées qui pourraient être des leviers importants de consolidation de la souveraineté nationale des États? D'accord. Je vais d'abord intervenir sur la question des crises sociopolitiques qui serait en quelque sorte un caillou dans la chaussure des pays concernés. Je vais répondre en disant sèchement que je vois des crises sociopolitiques dans tous les pays. Vous avez vu la contestation envers Donald Trump aux États-Unis. Vous avez vu la forte contestation de Donald Trump aux États-Unis. Pour moi, c'est normal. C'est la vie politique de toutes les sociétés. Les contestations. C'est normal. Ça participe de la vitalité même des sociétés. Je ne perçois pas ça comme étant un handicap. Je perçois ça plutôt comme étant un élément moteur, dynamisant. Bon, maintenant, en ce qui concerne les projets d'intégration panafricaniste et tout, je dis c'est bien beau, ce serait intéressant si tout allait bien. Mais ce n'est pas pour moi une condition sine qua non de l'émergence des pays pris en tant qu'entité souveraine en Afrique. Quand je prends le cas du Cameroun est plus grand et plus riche que le Japon en termes de ressources, de richesses et de ressources naturelles. La seule différence, c'est dans l'équation humaine. L'équation humaine. C'est-à-dire que vous mettez sur le sol camerounais des Japonais, ils vous transforment le Cameroun en une superpuissance. Je dis bien le Cameroun, pas l'Afrique. Vous mettez sur le sol camerounais les Israéliens, ils vous transforment le Cameroun en une superpuissance. Donc, il faut travailler sur le Camerounais. Il faut le former. Il faut le mettre au même niveau que le Japonais, au même niveau que l'Israélien. Et le Cameroun va devenir une puissance de niveau mondial. Je dis bien le Cameroun, le petit Cameroun là, petit triangle, qui pour moi a plus de potentiel que le Japon. Si je vous suis dans votre raisonnement, oui, n'est-ce pas, l'éducation est déterminante. Le service public de l'éducation doit être développé pour que les gens puissent maîtriser la technologie. Absolument. Mais tout en le disant, mais le service public de l'éducation se passe dans un contexte politique. Je vous ai dit que les questions politiques d'un État doivent être résolues par des institutions fortes. Si vous n'avez pas résolu vos questions institutionnelles, vous ne pourrez pas maîtriser vos services publics. Vous ne saurez même pas combien vous êtes. Parce que pour savoir combien on est, il faut déjà un service statistique qui travaille de manière dynamique. Et c'est à partir de là qu'on va redistribuer les biens et créer une société plus juste. Est-ce que cela ne revient pas à la question de l'équation humaine dont parle le docteur Noula? Probablement. Ça revient à l'éducation. Donc il y a d'autres facteurs qui rendent. Vous avez parlé de l'éducation. J'ai voulu vous saisir sur ce point en disant qu'il faut éduquer les peuples. Mais éduquer les peuples dans quel contexte? Parce que il y a des États qui sont institutionnellement avancés, où on croit aux institutions.
Mais il y a des institutions retardantes, dans la mesure où elles sont des institutions en accordéon. On peut les changer à n'importe quel moment au bénéfice d'un homme. La modification des constitutions, la modification des mandats limités, tout ça retarde les processus d'évolution des peuples. Donc vous ne pouvez pas construire une nation forte et souveraine lorsqu'elle est contrôlée par un homme ou pour un homme. C'est très difficile. Il faut régénérer les générations gouvernantes pour qu'elles puissent libérer suffisamment d'énergie au profit des peuples. Docteur Noula, on est en train de sortir de l'émission. Bon. Alors, sur le deuxième volet de votre intervention. Oui, la question des projets intégrateurs. Donc, j'étais en train d'expliquer que, oui, le Cameroun est lié avec les autres pays africains par un dispositif conventionnel intégrateur qu'il faut appliquer. Vous savez, il y a par exemple un projet de route qui doit relier le Cameroun avec le Tchad, qui doit relier le Cameroun avec le Congo, qui doit relier le Cameroun avec la Guinée, le Gabon. Et on voit bien de quel côté est-ce que l'exécution du dit projet traîne. Vous êtes journaliste, vous pouvez mener une enquête là-dessus. Vous saurez de quel côté ça traîne, de quel côté. Sur ce point, le docteur Wansi a dit des choses intéressantes. Mais là où je ne suis plus très d'accord avec le docteur Wansi, c'est quand il parle d'un pays contrôlé par un homme. Aucun homme ne peut contrôler un pays à lui tout seul. Aucun homme. Il travaille avec des gens. Il travaille avec des gens, il est entouré par des gens qui lui obéissent. OK? Qui croient en son discours, qui croient en sa doctrine, en son idéologie, et qui l'épaulent pour des raisons ou d'autres. Ça peut être des raisons purement intéressées et individuelles, c'est-à-dire que des raisons de conservation de postes, de conservation de prébendes, de conservation de monopoles. Ça peut intervenir dans le domaine politique, dans le domaine des affaires, parce que vous savez qu'on ne gouverne pas un pays si on n'a pas de l'argent. Il faut être financé, parce que pour payer les forces de sécurité et de défense, il faut de l'argent. C'est pourquoi j'ai parlé de génération gouvernante. Très bien, c'est pourquoi je suis en train d'expliquer que ce n'est qu'une question de temps. Les peuples se forment en permanence. Moi, je suis conscient. On va s'en tenir à cela. Infiniment merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci, docteur Wansi, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes juriste, spécialiste du droit international et très intéressé par les questions environnementales. Merci, docteur Georges Noula, d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce mercredi. Vous êtes chargé de cours à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala et vous êtes spécialiste des questions de commerce international et des droits de l'homme. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison 237 débat. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.